avoir peur. Bien que notre planète soit majoritairement recouverte d'océans, l'humanité l'a nommée Terre et non mer. Ce choix est logique car l'homme est un animal terrestre, bipède, il évolue sur la terre ferme, dépourvu d'ailes et de nageoires, il n'est ni lié à l'eau ni à l'air. Ainsi, il est indéniablement un être terrestre. Cependant, cela ne lui a pas empêché de conquérir et de domestiquer les autres éléments primordiaux. Il a d'abord maîtrisé la terre, où il a vu le jour et évolué, puis la mer avec l'invention précoce de la navigation. Ce n'est que très récemment, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, que l'homme a maîtrisé l'air grâce à l'aviation, et dans ce même contexte, on peut dire qu'il a domestiqué le feu en équipant ses avions de moteurs à réaction. Bien que la maîtrise de l'air et du feu soit liée dans ce contexte, on ne peut nier la dépendance des avions, qu'ils soient civils ou militaires, aux aéroports et bases terrestres ou aux porte-avions en mer. L'air et le feu semblent donc être, dans l'histoire de l'humanité, des éléments secondaires par rapport à la terre et à la mer. Comme je l'ai mentionné, la terre fut primordiale pour l'homme et la mer fut rapidement domestiquée. Cela soulève la question de savoir si certains peuples ne sont pas naturellement thalassiques. Prenons par exemple la civilisation polynésienne, qui maîtrisa très tôt la navigation en eau profonde, s'appropriant ainsi les nombreuses îles du sud de l'océan Pacifique. En contraste, d'autres peuples, comme les Vikings, ne naviguaient principalement qu'en longeant les côtes. Les Vikings, autre exemple de peuples de la mer, ont exercé une influence historique indéniable en Europe. J'ai évoqué les peuples thalassiques, un terme dérivé du grec signifiant un peuple lié à la mer, un peuple marin. Ce concept renvoie également à la notion de puissance maritime thalassocratie. A l'opposé, les puissances terrestres peuvent être désignées par le terme tellurocratie. Nous entrons véritablement dans le vif du sujet. Dans son ouvrage Terre et mer, publié en 1942, Carl Schmitt présente sa vision de l'histoire mondiale comme une confrontation primordiale et infinie entre la tellurocratie et la thalassocratie, c'est-à-dire entre la terre et la mer. Il est impératif de définir ces concepts pour mieux appréhender la dynamique historique de la lutte entre ces deux formes de puissance, une lutte qui, selon Schmitt, a façonné et continue de façonner le cours de l'histoire mondiale. Comme vous l'avez compris, la thalassocratie est intrinsèquement liée à la mer. Elle reflète la fluidité de l'eau et les flux commerciaux sans frontières terrestres. La mer n'a d'autre limite que les rivages, elle appartient à tout le monde et à personne en même temps. Elle est une entité en perpétuel mouvement. La tellurocratie, au contraire, est liée à la terre, donc à un peuple, une nation ou un empire. Son existence est étatique, caractérisée par des frontières définies par l'histoire, la culture, la langue et parfois par des frontières naturelles, comme des chaînes de montagnes ou des grands fleuves. Le commerce y est possible, mais limité par la topographie. Son existence est avant tout politique, économique et militaire. On peut simplifier la distinction entre les deux puissances de la manière suivante. La thalassocratie est libérale, tandis que la tellurocratie est traditionnaliste. En examinant l'histoire mondiale à travers ce prisme, on trouve des exemples pertinents, tels que la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes en -450 avant Jésus-Christ. Athènes, en tant que thalassocratie, dominait la mer Égée grâce à sa flotte puissante et avait établi la Ligue de Délos, une alliance fondée sur sa puissance économique et commerciale. En revanche, Sparte, royaume militariste, possédait les meilleurs guerriers de son époque et une armée terrestre dominante. Plus tard, les guerres puniques opposèrent la jeune République romaine, centrée sur son épicentre en Italie, à Carthage, une puissance maritime basée dans l'actuelle Tunisie qui dominait la mer Méditerranée occidentale. Avant de poursuivre avec d'autres exemples, il est important de parler du XVIe siècle. Souvent qualifié de siècle des explorateurs, Carl Schmitt compare les baleiniers en mer et les trappeurs cosaques sur terre. Bien que ces deux formes d'exploration se déroulent dans des environnements distincts, elles ont toutes deux joué un rôle crucial dans la découverte de nouvelles zones géographiques, repoussant sans cesse les limites du monde connu. À peu près à la même époque, Copernic redécouvrit la forme sphérique de la Terre et établit non sans difficulté ce nouveau paradigme. C'est également à cette période que l'Angleterre, autrefois une nation principalement d'éleveurs, se transforma en une puissance maritime, perpétuant ainsi la tradition occidentale du contrôle des océans.
Contrairement à ses prédécesseurs, l'Espagne et le Portugal, qui se partagèrent le monde à travers le traité de Tordesillas, l'Angleterre introduisit un facteur distinct qui lui permit de consolider son pouvoir maritime sur le long terme, le protestantisme. Il n'est pas nécessaire de détailler ici les différences entre catholiques et protestants, mais il est crucial de noter que le protestantisme a réaffirmé l'importance de l'Ancien Testament et la notion de peuple élu. Bien que le protestantisme ait sans doute contribué à l'essor économique de l'Europe occidentale, il demeure inégalitaire en affirmant l'existence des élus et des damnés. Les données montrent que les pays les plus avancés économiquement, souvent appelés démocraties libérales, sont majoritairement protestants. Allemagne, Angleterre, États-Unis. Cette dimension inégalitaire du protestantisme est également liée à des phénomènes historiques tels que l'émergence du nazisme en Allemagne et la persistance de la ségrégation aux États-Unis et en Afrique du Sud sous la colonisation britannique protestante. C'est aussi en partie à cause du protestantisme qui encourageait l'alphabétisation pour lire les Saintes Écritures sans l'intermédiaire d'un prêtre que l'Occident a connu un avancement prodigieux. Cependant, cette lecture fréquente de la Bible engendra également un sentiment d'être le peuple élu de Dieu. Ainsi, les pères pèlerins, naviguant à bord du Mayflower, accostèrent sur les rivages des futurs États-Unis d'Amérique en considérant cette terre comme la terre promise réservée à eux. Ils voyaient également les Amérindiens comme le peuple de Canaan destiné à être éliminé. Dans le protestantisme, la réussite sociale et économique est souvent vue comme un signe de la faveur divine accordée aux élus, tandis que l'échec est interprété comme une forme de damnation. Cela explique le lien étroit entre l'argent et le protestantisme. Pour approfondir ce sujet, je vous recommande vivement de lire L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. C'est avec cette idéologie que l'Angleterre a conquis les mers et les océans. Pendant plusieurs siècles, elle a maintenu son pouvoir grâce au commerce maritime mondial, devenant ainsi l'incarnation même de la thalassocratie. À partir de là, nous pouvons identifier son antagoniste tellurique logique, la France. Bien que la France présente des caractéristiques thalassiques héritées en partie des Huguenots protestants et de ses colonies à travers le monde, elle demeure essentiellement une puissance tellurique, c'est-à-dire continentale et catholique. Cette dualité se manifeste clairement dans les conflits entre les deux nations, comme la guerre de 100 ans, où les combats se sont déroulés soit sur mer, soit sur le sol français, sans jamais atteindre le territoire anglais. De plus, durant l'épopée napoléonienne, la France a pleinement affirmé son essence tellurique en vendant la Louisiane aux États-Unis et en se concentrant sur le continent européen. Sous Napoléon, la France a même instauré un embargo continental contre les Britanniques, renforçant ainsi son rôle de puissance terrestre face à la domination maritime anglaise. L'embargo illustre parfaitement cet affrontement. Les puissances telluriques continentales cherchant à fermer tous les rivages à la puissance thalassique maritime, lui ôtant ainsi son principal levier, le commerce. De la guerre de 100 ans à la bataille de Waterloo, la France et l'Angleterre se sont affrontés et celui qui en est ressorti victorieux a exercé une domination majeure sur l'Europe et dans une certaine mesure sur le monde. La Pax Britannica débuta donc en 1815 et perdurera jusqu'en 1914. Par la suite, comme vous le savez, 2 guerres mondiales marquèrent l'émergence d'une nouvelle puissance, les États-Unis. La décolonisation acheva de détruire l'Empire britannique et nous assistâmes rapidement au transfert de la puissance thalassocratique de Londres à Washington, avec le centre mondial de la finance et du commerce se déplaçant de la City à Wall Street. La puissance thalassocratique, bien que transformée, s'est établie de 1945 à nos jours comme une hégémonie durable. Il est indéniable que la domination britannique en tant que méga-puissance thalassocratique a permis de développer une vision globale du monde sphérique. Les Britanniques ont compris que la Terre est reliée en tout point par les océans, avec 2 grandes catégories de masse terrestre, un méga-continent terrestre constant, appelé l'île-monde, et des ensembles d'îles insulaires qui lui sont associées. L'Eurasie, reliée à l'Afrique par le canal de Suez, est entourée par les Amériques et l'Océanie. Entre l'Europe et l'Asie, il n'existe pas de frontière naturelle nette. Bien que l'Oural soit couramment considéré comme une frontière entre ces 2 entités, la topographie des steppes eurasiennes constitue une véritable autoroute pour toute puissance émergente, comme l'ont montré les expansions des Huns, des Mongols et des Russes. Ces vastes zones offrent également une abondance de ressources considérables. En 1905, Alfred Mackinder, l'un des pionniers de la géopolitique, a créé cette discipline en fusionnant géographie, histoire et topographie. Dans son article intitulé « Le pivot géographique de l'histoire », il introduit le concept de Heartland. Le Heartland représente le noyau de la tellurocratie, le cœur de la patrie, de la nation ou de l'empire, symbolisant la puissance terrestre.
Il est essentiel de noter que la tellurocratie est profondément liée au concept de patrie, c'est-à-dire la terre des pères, la terre des ancêtres. En revanche, la thalassocratie, étant une puissance fluide liée à l'eau, n'est pas enracinée dans une terre spécifique, ce qui explique le transfert du centre du pouvoir de Londres à Washington. En combinant cela avec le concept de terre promise associé au protestantisme, on obtient la méga-puissance anglo-américaine. Dans son article, Mackinder définit le méga-continent comme l'île-monde. Il considère l'Afrique comme une région amphibie et inclut l'Afrique du Nord dans l'Europe, délimitant ainsi la frontière avec l'Afrique subsaharienne par le désert du Sahara. La mer Méditerranée, bien que stratégique, n'est pas une frontière naturelle pour une puissance thalassique, et la proximité génétique et culturelle renforcée par la domination romaine et les invasions vikings rend cette délimitation cohérente. Le désert, quant à lui, ne constitue pas, à l'exception de quelques oasis, un sol fertile pour les puissances émergentes. Cette caractéristique renforce la séparation entre l'Afrique du Nord intégrée dans le monde méditerranéen et européen et l'Afrique subsaharienne plus difficilement accessible en raison de son environnement aride. L'article de Mackinder eut un impact considérable sur le pouvoir britannique de l'époque, car il mettait en garde contre la possible émergence d'une méga-puissance tellurique dans le Heartland eurasien. Ce vaste territoire, riche en ressources telles que la population, le blé, le coton, les combustibles et les métaux pourrait échapper au contrôle maritime et donc à la domination thalassocratique. Une telle mégapuissance tellurique pourrait se former non seulement comme nation ou empire, mais aussi sous la forme d'une union économique ou militaire. Cette perspective expliquait pourquoi les États-Unis et l'Angleterre étaient particulièrement préoccupés par le rapprochement germano-soviétique au début du XXe siècle, ainsi que par les alliances plus récentes entre la Chine et la Russie. Ces dynamiques politiques évoquent la menace d'une concentration de pouvoirs terrestres capables de rivaliser avec l'hégémonie thalassocratique établie par les puissances maritimes. Selon Mackinder, pour qu'une entité accède à la domination sur le Heartland, elle doit émerger et s'étendre dans cette zone pivot. Dans les années 1940, en pleine mutation de la puissance thalassocratique, l'américain Nicholas Spikeman développa la théorie du Heartland en introduisant celle du Rimland. Le Rimland désigne les bordures et les rivages de l'île-monde, les zones côtières entourant le Heartland. Spikeman fournit ainsi une stratégie pour empêcher l'émergence d'une mégapuissance tellurique. En contrôlant le Rimland, une puissance maritime peut contenir la diffusion de la puissance tellurique depuis le Heartland. Cette approche vise à maintenir les prééminences maritimes en limitant l'expansion terrestre des puissances émergentes. Selon Mackinder, qui contrôle le Heartland maîtrise l'île-monde. Qui maîtrise l'île-monde maîtrise le monde. En complément, Spikeman affirmait « Qui contrôle le Rimland maîtrise l'Eurasie. Qui maîtrise l'Eurasie contrôle les destinées du monde. » Ces deux théories soulignent l'importance stratégique de ces régions clés dans la géopolitique mondiale, avec le Heartland représentant le centre de la puissance terrestre et le Rimland constituant les marges côtières cruciales pour la domination globale. La question de l'engagement des États-Unis contre le communisme durant la guerre froide, avec les principaux théâtres d'opération situés dans le Rimland, Corée, Vietnam, Europe, soulève un point intéressant. Selon le dernier ouvrage d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident, qui explore les structures familiales à travers le monde, il semble que les systèmes familiaux communautaires patriarcaux, comme en Europe de l'Est, ou matriarcaux comme en Europe méditerranéenne, sont plus susceptibles d'adhérer au communisme, tandis que les structures familiales nucléaires, comme celles prédominantes en Occident, sont moins enclins à ce modèle idéologique. Cela amène à se demander si l'engagement des États-Unis durant la guerre froide visait réellement à éliminer l'idéologie communiste pour des raisons idéologiques, ou s'ils avaient pour objectif principal de freiner l'émergence d'une méga-puissance tellurique sur le méga-continent. En d'autres termes, les États-Unis cherchaient-ils à empêcher une puissance terrestre de se consolider dans le Heartland, tout en utilisant le communisme comme prétexte pour défendre leur propre hégémonie maritime et contenir l'expansion terrestre potentielle. Après la chute de l'URSS, les États-Unis dominaient le monde et certains prédisaient une fin de l'histoire, comme l'affirmait Francis Fukuyama. Selon cette vision, toutes les nations adopteraient le libéralisme et le commerce régirait les relations internationales. Cependant, l'histoire ne suit pas un chemin linéaire. En 1998, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous Jimmy Carter, anticipait les défis futurs auxquels l'hégémonie américaine serait confrontée. Dans son ouvrage « Le Grand Échiquier », il esquisse une stratégie pour affaiblir la Russie. Malgré sa transition vers le libéralisme après l'effondrement de l'URSS, la Russie demeurait trop vaste et influente pour les néoconservateurs américains. Contrôlant presque tout le Heartland eurasien, la Russie représentait une menace sérieuse pour la suprématie américaine. Brzezinski soutenait qu'il était crucial de priver la Russie de l'Ukraine, car sans ce territoire, la Russie serait incapable de retrouver son statut d'empire. Cette stratégie visait à limiter l'influence russe en Eurasie et à maintenir l'hégémonie américaine en contrôlant les régions stratégiques du Heartland.
L'Ukraine occupe une place centrale dans cette stratégie visant à affaiblir la Russie, comparable à des projets historiques de balkanisation. Par exemple, certains néo-nazis et suprémacistes blancs en Russie, comme l'ancien dissident Alexeï Navalny, avaient envisagé de démanteler les républiques de Caucase pour affaiblir davantage la Fédération russe. Cependant, ce que l'establishment américain n'avait pas anticipé, c'était l'émergence de Vladimir Poutine. Poutine, avec sa vision autoritaire et son renouveau du nationalisme russe, a non seulement renforcé l'intégrité territoriale de la Russie, mais a aussi réaffirmé son influence sur le plan international. Sa gestion de la politique étrangère et intérieure a compliqué les plans de déstabilisation envisagés par les stratèges américains et a changé la dynamique géopolitique de la région. Poutine a effectivement joué un rôle déterminant dans la revitalisation de la Russie après les années difficiles des années 1990. Son ascension au pouvoir a marqué un tournant significatif dans la gestion du pays avec des réformes qui ont consolidé le pouvoir central, stabilisé l'économie et renforcé l'influence internationale de la Russie. Au début des années 2000, cette revitalisation a conduit à une coopération accrue entre certains pays européens et la Russie, donnant naissance à l'axe Paris-Berlin-Moscou. Cette alliance représentait une menace potentielle pour les intérêts américains car elle symbolisait un rapprochement stratégique qui pourrait préfigurer une union eurasienne, capable de rivaliser avec l'influence de l'Union européenne, perçue par certains comme une extension des intérêts américains pour le contrôle du Rhineland en Europe occidentale. L'axe Paris-Berlin-Moscou aurait pu constituer un contrepoids significatif à la domination américaine, en consolidant une sphère d'influence eurasiatique qui pourrait supplanter l'Union européenne dans son rôle de levier géopolitique. Cette alliance aurait également pu représenter une alternative à l'hégémonie américaine en renforçant les liens économiques et politiques entre les grandes puissances européennes et la Russie, et en réorientant les dynamiques de pouvoir sur le continent et au-delà. Le pire scénario pour la puissance thalassocratique des États-Unis serait en effet que l'Europe occidentale se tourne vers la Russie. L'Europe occidentale, avec sa puissance industrielle, sa capacité d'innovation et ses investissements considérables, représente un atout stratégique majeur. Une alliance entre cette région et la Russie pourrait créer une méga-puissance tellurocratique eurasiatique capable de rivaliser avec, voire de supplanter l'influence américaine. Une telle union renforcerait non seulement la position stratégique de la Russie dans le Heartland, mais aussi celle de l'Europe occidentale en tant que centre névralgique de la puissance économique et technologique. Cette alliance pourrait ainsi bouleverser l'équilibre des pouvoirs mondiaux, réduisant la prééminence des États-Unis et modifiant les dynamiques géopolitiques en Eurasie. Dans ce contexte, la consolidation d'un bloc eurasiatique puissant, combinant les ressources naturelles et l'influence géopolitique de la Russie avec la puissance économique et technologique de l'Europe occidentale, représenterait une menace sérieuse pour l'hégémonie américaine et pourrait redéfinir les structures de pouvoir globales. En conclusion, l'avenir semble incertain et préoccupant. La puissance thalassocratique des États-Unis se trouve confrontée à l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire où ses prééminences sont menacées. Il est souvent dit qu'avec un allié aussi puissant que les États-Unis, il n'est pas nécessaire d'avoir d'ennemis. Les ennemis des États-Unis subissent leur colère militaire tandis que leurs alliés ne sont pas épargnés, étant confrontés à des pressions économiques. Des événements comme la vente de sous-marins à l'Australie et le sabotage de Nord Stream 2 illustrent bien cette stratégie. De plus, l'hégémonie du dollar américain continue de dominer malgré tout l'économie mondiale, tandis que les mouvements de capitaux vers l'Ukraine révèlent une intention d'affaiblir l'Occident. Face à la menace d'un rapprochement européen avec la Russie, il semble que les États-Unis adoptent une approche de tactique de la terre brûlée, visant à déstabiliser l'Europe occidentale soit par des tensions internes, soit en exacerbant les conflits avec la Russie. Cette stratégie vise à limiter les avantages potentiels que la Russie pourrait tirer d'une coopération européenne. En fin de compte, cette dynamique laisse les citoyens ordinaires, la plèbe, nous, pris au piège au milieu de ces grands enjeux géopolitiques, souvent sans pouvoir réel sur les décisions qui les affectent directement.